Merci de votre présence pour ce petit topo. J'ai pris un sujet, aujourd'hui je vais vraiment essayer de me tenir à 20-30 minutes de présentation. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la République, la France républicaine pour les JO 2024, le nouveau Potemkin, j'ai appelé ça comme ça. Alors en fait, il se trouve que je suis passé en France en début du mois, en fin avril, début mai, juste à Paris, et j'ai été assez frappé je vais vous expliquer par quoi, mais j'ai été assez frappé par la situation à Paris. Je voulais un peu parler de ça et en vue de la situation politique ou la situation de la France aujourd'hui et la situation du régime aujourd'hui. Et puis, qu'est-ce que, qu'est-ce qui se trame un peu, enfin, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de ce qu'on va bouger aujourd'hui. Euh, et pour nous, en tant que légitimistes et royalistes, qu'est-ce que ça peut signifier? Donc, et la première chose, j'aimerais remarquer d'ailleurs qu'on a vu un certain nombre d'articles ces derniers jours dans la presse, la bonne presse, je vais dire, en particulier sur le Salon belge et d'autres, où les politiques gouvernementales qui visent à dispatcher, comme on dit, enfin qui visent à envoyer des émigrants, enfin des migrants dans la province, dans les villages, ou aussi des politiques qui visent à envoyer les sans-abri hors de Paris pour les emmener ailleurs, dans d'autres préfectures, d'autres villes, d'autres villages. Donc ce phénomène-là de répartition des migrants ou autres, de la pauvreté en général aussi, sur le territoire n'est pas nouvelle. On avait eu ça depuis au moins 2021 quand il y a eu l'ouverture des vagues de migrants. Et ça continue donc, même si on en parle moins dans les grands médias. Et on cherche, il y avait cette volonté d'imposer à tout, à toute la France et même la France, comme on dit, périphérique ou rurale, de subir quelque part le grand remplacement et pas juste le confinement dans les villes. Mais il y a aussi une autre volonté là, récemment qui affleure, c'est en vue des préparations des Jeux Olympiques de euh, ben, mettre sa poussière sous le tapis, donc c'est-à-dire d'évacuer de Paris les manifestations les plus voyantes et les plus aiguës de la pauvreté de la mauvaise gestion générale de la République en France que tout un chacun subit aujourd'hui quotidiennement de plus en plus violemment, quel que soit son travail, son secteur d'activité et même son, son lieu de résidence en France. Donc, donc ça c'était pour l'introduction. Donc la première chose qui m'avait frappé, enfin, ouais, c'est pour ça que j'ai pris ce thème aujourd'hui, parce que, voilà, venant de l'étranger, je trouvais que c'était intéressant, c'était que malgré le fait que les gens que je rencontrais, qui étaient, disons, voilà, des gens informés, euh, que la plupart des commentaires étaient sur quand même la constatation d'une dégradation pas sensible de la situation en France sur tous les plans. Ce qui est vrai, hein, voilà, que ce soit d'un point de vue économique, d'un point de vue de sécurité, il y a quasiment des fusillades tous les jours, des morts violents tous les jours, des enlèvements d'enfants de plus en plus visibles et massifs, enfin tout ce que vous voulez. Des commissariats attaqués, bref, voilà. Euh, mais ce qui était très étrange, dans tout ça, moi je le savais aussi, parce que voilà, évidemment je m'informe sur les bons médias, donc j'avais ça un peu en tête.
Mais c'est que quand j'étais en France pendant une dizaine de jours, essentiellement à Paris, euh, ben, ça ne se voyait pas. Et même, inversement, d'un point de vue purement superficiel et extérieur, par rapport à la dernière fois que je suis allé en France, ne serait-ce que l'an dernier, en avril 2022, euh, la, la situation semblait s'améliorer d'un point de vue extérieur. Je m'explique, que les transports en commun étaient plus propres, que on ne voyait, et je vais expliquer plusieurs points. Et aussi encore de façon encore plus comparée la dernière fois que la dernière fois où j'étais allé en France avant, c'était en 2019, et que enfin en 2019 c'était absolument euh, enfin, visible dans Paris, cette dégradation dans tous les secteurs. Moi-même, j'avais vécu dans la région parisienne jusqu'en 2000, entre 2010, non, 2000, pardon, excusez-moi, oui, 2010 et 2014, grosso modo, et la situation était vraiment dégradée. Voilà. Donc, je vais prendre quelques exemples, mais par exemple, euh, la première chose, c'était la disparition, et ça m'a beaucoup frappé, une disparition de la mendicité. Euh, sur les 10 jours, et alors je prenais très souvent les transports en commun, je n'étais jamais, euh, à part une fois, je n'ai jamais été sollicité par un mendiant dans le métro ou dans les transports en commun à Paris. Et la seule fois où ça s'était fait, où un mendiant est passé, c'était très étrange parce qu'il ne mendiait pas vraiment, enfin ça se voyait qu'il ne voulait pas, enfin il avait peur de mendier, et c'est juste que quand il a vu que j'étais pas du tout du même côté de la rame de métro que lui, quand il a vu que je faisais mine de donner, il est venu rapidement, j'ai tendu sa main, je lui ai tendu une pièce, et puis il est sorti tout aussi rapidement de la rame à la gare, à la prochaine gare, en se cachant quasiment, etc. Euh, euh, voilà. Donc, ce qui était très frappant, puisque ben, euh, quand j'étais venu en 2019, je me souviens très bien, à chaque fois quasiment, enfin, c'était l'inverse, à chaque fois qu'on prenait un transport en commun, on était systématiquement, là pour le coup, importuné par toute une ribambelle de mendiants, allant du vrai mendiant, enfin de la vraie personne en détresse qui était en train de péter un plomb, on le voyait, enfin qui venait de perdre son travail, je sais pas quoi, au fou, complètement fou mendiant professionnel, qui pouvait utiliser aussi ses enfants pour vous habituer, tout ça, mais c'était systématique et il y en avait vraiment partout. Et, à tous les coins de rue et partout dans les transports en commun. Là, pas du tout. Et, et c'était très frappant comme évolution. Et ça se voyait aussi dehors, c'est-à-dire que les endroits où, même l'an dernier, on voyait des tentes, on voyait des gens dans la rue, etc., bah, là, on ne les voit plus. Comme s'ils avaient disparu, comme si la situation s'était améliorée, etc. Et euh, aussi dans la propreté, et aussi c'est une autre, donc ça c'était l'aspect le plus visible, moi, attendez, oui. Voilà, c'est exactement ça. Euh, je dis pas que les mendiants il y en a plus, hein. C'est ce qui est très intéressant, c'est ça dans les parties disons touristiques ou les parties du Paris visible, ils ont disparu de la circulation. Là, c'est juste ce fait-là que je voulais souligner. Et une autre chose aussi qui m'a frappé, alors ça je l'avais déjà remarqué un peu l'an dernier en 2022, mais je trouve que c'est encore plus accentué, c'est par rapport à 2019 ou l'avant Covid, c'est que d'un point de vue superficiel extérieur, les relations des gens sont beaucoup moins violentes. Je m'explique. Je me souviens en 2019 ou quoi,
tout était sujet à l'accrochage entre les gens. Je veux dire, accrochage verbal, énervement, etc. Et là, alors c'est toujours pareil, à Paris, dans les lieux voilà, touristiques et Paris, je ne parle pas du reste, je ne suis pas allé, je ne sais pas. Mais une sorte de retour superficiel de la courtoisie, comme c'est une sorte de fatigue d'un peu de tout le monde, et puis avec la terreur euh, sanitaire qu'il y a eu entre-temps, que voilà, on préfère une sorte de paix artificielle pour cacher un peu la misère voilà, qui reste. Bon. Et voilà, ce sont juste des tout petits faits, mais je trouve que c'est très symptomatique, parce que comme disait donc Monsieur Matisse, bonsoir, comme disait Matisse en commentaire, bah, c'est évident que pour ce qui est juste de la mendicité, par exemple, bah, ça s'est pas amélioré hein, depuis 5 ans, que la pauvreté est plus extrême, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hein bah, avec ce que je vous ai dit en introduction, et en raisonnant un peu, la seule possibilité, c'est que euh, tous ces mendiants, etc., ont été expulsés des lieux visibles euh, pour, pour certainement beaucoup de raisons, mais dont je pense la principale, c'est la venue des JO de l'an prochain. Et en fait, la République est en train de faire une grande opération à l'échelle nationale et autour de tous les endroits où il y aura les JO, de cache-misère en fait. De cache-misère, de cacher sa propre misère aux yeux du monde, quand il y a le monde qui va venir, et aussi de faire en sorte bah, qu'ils ne perdent pas le contrôle. Quoi. Donc ça, on va voir. Et l'autre chose aussi, ça je vais parler ensuite des JO un peu plus en détail juste après. Mais avant de passer à ce sujet, donc là je fais un premier point sur un peu le constat d'amélioration superficielle de la situation que j'ai pu constater en venant en France après un peu longtemps et qui montre un peu cette politique de cache-misère euh, qui se décline en particulier sur l'expulsion des effets les plus visibles de la migration et de la pauvreté des lieux les plus touristiques ou les plus enfin, visibles, quoi, qui sont les plus exposés au long du monde. Ça aussi. Oui, Mathis dit aussi qu'effectivement, pour la courtoisie, aujourd'hui, il y a tellement de terreur intellectuelle, enfin de bien-pensance, enfin, que c'est plus de la bien-pensance, on est complètement contraint sur toutes nos opinions, que dès qu'on dit quelque chose qui ne va pas dans le cadre général, et c'est de plus en plus constant, on se fait tout de suite oui, soit traiter de raciste ou voire fichier socialement, donc ça devient de plus en plus étouffant de ce côté-là, ça c'est clair aussi, hein, ça c'est clair, et je pense que la terreur sanitaire a vraiment, pour ça, comment dire, a mis un coup un peu sur les gens en général et même sur les résistants en particulier sur cet aspect-là. Donc je reviens sur l'aspect, donc ça c'était mon premier point du constat, un superficiel d'amélioration qui est disons, un fait qui appuie les autres constatations qu'on fait sur les menées du régime depuis déjà un certain temps pour améliorer superficiellement la situation dans les lieux, disons, symboliques, importants pour son image de marque à l'international, ou par rapport aux étrangers, ou par rapport aux lieux où vivent les bobos. À mon avis, ça doit jouer aussi, ça. Hein. Hein, ceux qui tiennent le pouvoir vivent dans certains quartiers de Paris en général, et il y aura une certaine volonté quand même voilà, hein, de se débarrasser de cette lie de l'humanité pour eux, euh, dont les petits Français font partie aussi, hein, évidemment. Mais le deuxième aspect, alors,
voilà, donc on arrive à un stade terminal, à mon avis, de la révolution jacobine, version 21e siècle en France, dont la terreur sanitaire, et dans le monde, hein, dont la terreur sanitaire a été une sorte de tentative qui, pour l'instant, a avorté, tant mieux, mais qui a été un accès quand même très aigu et qui est très inquiétant pour l'avenir, parce que c'est toujours exactement la même clique, voire en pire, qui sont au pouvoir, donc ils ne vont pas s'arrêter là, c'est clair. Mais ça montre aussi que c'est pas parce qu'ils ont des plans que ça fonctionne, hein. Ça a avorté, et donc tant mieux. Mais donc on arrive à un certain stade comme ça avancé de la révolution. Et ce qui m'a marqué, et donc c'est un peu, voilà, c'est une question de mots, hein. Je sais que quand j'écris pas des articles sur ça, il y a des gens qui tiquent, mais moi j'analyse ce phénomène, donc c'est une avancée de la révolution, c'est tout à fait juste. Aussi on peut le voir comme une sorte de repaganisation de la France et de sa société en fait. Moi, je dis ça, pourquoi? Tout simplement pour deux raisons. Je fais de l'histoire et de l'histoire du droit. Et quand on regarde l'histoire du droit des mondes non chrétiens, toutes les structures de vengeance, de violence, de choses qui choquent encore un peu les contemporains et dont les gens s'émeuvent aujourd'hui, c'est quand il y a des enlèvements d'enfants ou des rites un peu magiques sur des Lola ou je ne sais quoi, des choses comme ça. Bah, toutes ces choses-là, en fait, des choses qui sont a priori normales dans un monde païen, en fait. Évidemment, dans un monde chrétien, ça a complètement disparu, donc quand ça réémerge, bah, ça choque. Mais alors, il y a le Panthéon en chef qui a parlé de décivilisation, hein, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais enfin, s'il veut dire barbare, que la France se barbarise, oui, c'est vrai. On peut même dire que, plus simplement et plus prosaïquement, qu'elle se paganise. Et on peut se paganiser de façon très je pense qu'en France, c'est excessivement violent parce que c'est une apostasie qui se concrétise non seulement au niveau de l'État, mais qui est en train de se manifester au niveau de toute la société et qui est accentuée et accélérée par cette immigration massive qui rapporte aussi tout un panel de pratiques euh, païennes, puisque massivement l'immigration qui vient n'est pas chrétienne, même s'il y en a, ou est chrétienne, mais relativement récemment, hein, puisque la plupart des pays d'Afrique n'étaient pas chrétiens historiquement, donc les habitudes païennes restent ancrées, souvent ancrées et ne s'enlèvent pas comme ça. Ça, je donne juste des exemples pour ça. On peut prendre l'exemple juste de l'histoire de France, hein, quand on voit Fichy-Sex et Clovis qui se convertit, mais facilement jusqu'à quasiment, enfin, au moins jusqu'à Charlemagne, c'est évident, et clairement jusqu'au moins au XIe siècle, on a tout un tas de structures encore dans la société française de l'époque qui restent des structures païennes, donc par exemple pour la vengeance, pour les ordalies, pour la polygamie, et puis pour les mœurs au niveau royal des successions, des choses comme ça. Même si petit à petit ça se christianise, ou ça disparaît pour ce qui est vraiment massivement pas chrétien, hein, comme le sacrifice sur autre chose. Euh, et un deuxième exemple, c'est plus proche, si vous êtes dans les îles, comme la Guadeloupe ou le Martinique, où par là, même si ça fait 4 siècles que ces îles sont christianisées, euh, il y a toujours eu, et d'ailleurs pendant la Révolution aussi, en Haïti, il y a toujours eu des problèmes de vaudou, de maléfices et de magie, et ça vient des temps païens. Vous voyez, même en 4 siècles, ça disparaît pas complètement, et il suffit qu'il y ait une faiblesse de foi, comme depuis Vatican II, et ça a tendance à ressurgir. En France métropolitaine, ce genre de choses aussi, mais beaucoup moins puisque c'était christianisé depuis beaucoup plus longtemps, mais avec l'apport extérieur et puis de toute façon la perte de foi, bah, les hommes pécheurs retombent dans leur même vomissement, hein, donc, voilà. Et indice aussi, il suffit de voir la production cinématographique ou euh, de toutes les séries, je ne sais quoi, qui sont produites depuis peut-être
même, je sais pas, sur les 30 dernières années, vous prenez les choses que regardent les gens entre 15 et 30 ans, on arrive, ça devient, enfin je veux dire, non seulement de plus en plus violent, mais ça devient de plus en plus, j'allais dire, païen. C'est-à-dire une violence qui est assumée et légitimée et normale. C'est-à-dire, se venger, c'est bien, être le plus fort et imposer sa force, ben, c'est bien parce que sinon on se fait soi-même exterminer. Euh, enfin, tout un tas de thèmes comment dire, vraiment, c'est pas juste la banalisation de la violence, c'est même au-delà de ça, c'est la banalisation des structures institutionnelles euh, qui sont complètement déchristianisées, quoi, hein, voilà, sans charité. Et le seul amour ou choses qu'on voit là-dedans, c'est des choses qui sont purement humaines, quoi. C'est là, je suis plus fort, je te protège, donc ça me fait plaisir de te protéger parce qu'après, tu deviens mon dépendant, quoi, indirectement. Bon. Euh, et enfin, je trouvais que je reviens à mon exemple de tout à l'heure sur le seul mendiant que j'ai croisé pendant que j'étais à Paris sur les 10 jours. Ça se voyait, je trouvais, beaucoup par rapport à ça, dans le sens où ça m'a fait penser au Japon. Alors, le Japon n'a pas ces problèmes de violence comme il y a en France, évidemment, mais c'est un pays païen et qu'on soit en déchéance, disons, où on a comme en France, enfin comme en République, où il y a les institutions qui se délitent et qui fait que tout est en train d'exploser, ou que ça soit au Japon aujourd'hui où les institutions sont fortes, ben, ça ne change rien à l'ordre païen intrinsèque, dont la caractéristique principale, et ça j'en discutais avec un abbé nouvellement affecté en Asie, et qui était donc dans des pays non chrétiens, et on discutait, et ce qui me marquait beaucoup, et c'est exactement ça, c'est que tout ce qui est en relation avec la charité, toutes les vertus connexes à la charité sont juste absentes. Euh, Par exemple, si on vous donne quelque chose, il faut faire un contre-don. Quelque chose qu'a remarqué mon épouse récemment, cette histoire de don contre don existe aussi même pour les compliments. Alors, on vous fait un compliment, en fait, à un moment donné, il faut rendre le compliment d'une autre façon, quoi. Si vous ne rendez pas le compliment, à force, il y aura un problème. Et ce qui est terrible là-dedans, c'est que c'est pas du tout conscient. C'est ancré dans l'habitus de la société. Donc, par exemple, pour cette histoire de compliments, bah, les gens se font des compliments naturellement. Ils attendent des compliments en retour naturellement, et c'est même inconscient. C'est-à-dire, au début, ils ne font pas forcément exprès. Et quand on part avec un esprit chrétien, on dit on n'aime pas trop forcément, on n'aime pas se faire complimenter parce que ça attise l'amour-propre et l'orgueil. Et aussi, on peut ne pas aimer forcément complimenter si c'est pas, enfin, à tout bout de champ, quoi. Enfin, quand c'est légitime et que il se passe, voilà. Enfin, en tout cas, on n'a pas ce réflexe de répondre à un compliment par un autre compliment a priori. Mais voilà, si on ne le fait pas, par exemple, au moment, au Japon, bah, ça peut poser des problèmes, quoi, dans une relation. Euh, et ben bon, c'était juste un exemple, hein. Euh, Effectivement, il faut que je réponde à la question après. Et donc pour revenir à ce mendiant, c'était extrêmement... et puis cette histoire de la mendicité, là c'est même plus qu'une paganisation, j'allais dire presque une japonisation. C'est-à-dire que le fait alors qu'il y a des mendiants, parce qu'on le sait, ben, qu'on ne les voit plus et qu'ils ne viennent plus mendier, alors outre les politiques qui les visent à les expulser de la voie publique, ben, ça aussi, ça montre peut-être un autre chose en creux qui est aussi très symptomatique, c'est qu'en fait les gens ne donnent plus. Alors, évidemment, hein, je sais bien, enfin quand c'était en 2019, c'était vraiment importuné tout le temps, etc., etc. Mais ça, c'est quelque chose je pense, de assez saillant. Et il y avait une japonaise autrefois qui était avec des Français et qui justement, par rapport à ce problème de mendicité, les Français disaient ah c'est bien au Japon, il n'y a pas de mendiants, les gens ne mendient pas parce que ceux qui sont pauvres, ils ont un certain sens de l'honneur et ils n'embêtent pas les autres.
Et puis la japonaise disait non, non, c'est pas ça du tout, c'est que de toute façon, les japonais ils donnent pas aux mendiants, donc ils mendient pas. Et ils disparaissent parce que de toute façon, les gens n'ont pas. En fait, c'est ça le fond du problème, c'est qu'il n'y a pas de charité. Et quand je suis allé à Paris, je me suis dit, tiens, ça devient pareil, en fait. On les- la pauvreté ne disparaît pas, mais on la fait disparaître de tout ce qui est visible. Et peut-être aussi un autre facteur, c'est que les gens donnent beaucoup moins. Alors qu'avant, c'était, disons, comme, enfin, un habitus chrétien qui est resté ancré, c'est-à-dire qu'a priori, on voit un mendiant, on lui donne. Alors quand il y en avait eu trop, on ne peut pas donner à tout le monde, c'est toujours pareil. Mais enfin, voilà, il y avait quand même ce réflexe, et que ce réflexe est en train certainement de disparaître petit à petit. Ce qui appuie comment dire, cette constat de, voilà, on pourrait dire, de la, de l'arrivée en phase terminale de la Révolution en France, de la paganisation de la société française, ou de la barbarisation de la société française, comme vous voulez. Bon. Euh, voilà. Et ça, c'était mon deuxième point. Et avant de passer au troisième point, pour parler du régime et des JO, effectivement, Mathis pardon, me dit que les Romains assimilaient les barbares pour renforcer la population. Et voilà, il y a des effets secondaires. Et que les populations s'intéressent. Oui, oui, c'est sûr. Je pense que la grande différence, et ça c'est incomparable, c'est le côté vraiment révolutionnaire et satanique de notre pouvoir, c'est qu'il y a une volonté qui ne se cache même pas de détruire ce qui reste de France par l'immigration, avec tout son lot évidemment de buts secondaires, de motifs secondaires qui soient soit électoralistes, soit, disons, bah, il n'y a plus d'enfants en France, donc on fait sous-travailler des gens qui viennent de pays pauvres pour faire le boulot qu'on ne veut plus faire, des choses comme ça, donc des choses qui sont quand même assez scandaleuses aussi. Mais que le fond du problème, c'est que quand même, il y a des gens qui veulent détruire la France. Et là, je fais juste une petite digression, et que j'en parlerai demain pour vous lors de la conférence sur la GIA française, parce qu'en fait, il s'est passé exactement la même chose pendant la GIA française. C'est que je pense qu'il y a de plus en plus une volonté de pouvoir de monter les Français, je veux dire de souche comme on dit, euh, contre les immigrants et en particulier les musulmans. Et qu'il y a vraiment cette tendance de pouvoir créer une sorte de guerre civile pour pouvoir justifier le salut de la Révolution et de la République, quelle que soit la forme du régime qui sera, euh, qui sera prise. Et il faut faire très attention à ça parce que euh, clairement, si les, si les immigrés sont en France, c'est vraiment la faute de la République. Donc il faut faire attention de bien imputer les fautes euh, enfin, aux fautifs et de bien discriminer entre les menées, j'allais dire, normales euh, d'islam, enfin des musulmans qui sont fidèles, donc qui essaient d'envahir la France. Ils ont toujours fait ça, c'est pas vraiment nouveau, mais que c'est pas ce qui est assez fou là-dedans, c'est que c'est pas spécialement organisé à l'extérieur, parce que si c'était bien organisé, ça fait longtemps que la France serait déjà une république islamique, vu leur nombre, etc. Mais que c'est la République qui fait rentrer tout le monde de façon très désordonnée, euh, voilà, pour détruire la France. Et donc, il faut en avoir conscience, et qu'aussi, et ça, moi, je le vois depuis moins de 10 ans, et je pense que c'est de plus en plus fort, c'est que effectivement, comme la situation devient de plus en plus compliquée et que les musulmans, ça dépend, mais enfin, que les réseaux commencent à se faire, et que c'est vraiment des zones qui sont maintenant sous le droit de la charia, etc., ça devient plus violent et plus aigu. Enfin, qu'il y a une volonté aussi du pouvoir de créer d'accentuer, de cristalliser les problèmes pour faire, pour détourner la colère des Français, qu'elle ne vienne pas sur le régime, qui est vraiment le foutif, et c'est évident, et contre les champs du régime, qui soient
voilà, qu'il soit franc-maçon, tout ce que vous voulez, pour le détourner sur les immigrés. Voilà. Et dans ce sens-là, quelqu'un comme Zemmour est l'homme parfait du régime pour le protéger, hein. Donc, quand on accentue, quand on veut cristalliser, enfin, voilà, tout ce qui vise à, pour le coup, alors c'est très étrange ce que je veux dire, mais pour le coup, à monter les communautés les unes contre les autres et à essayer de finalement de- de- d'accélérer l'organisation des immigrés entre eux, c'est-à-dire parce qu'en fait, quand on regarde cette histoire d'immigration, il y a plein de communautés qui sont partout, qui ne s'entendent pas entre eux, et il n'y a pas d'organisation qui existe. Euh, voilà, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de, c'est une sorte de magma. On a l'impression qu'une certaine volonté du pouvoir aimerait bien que ça s'organise rapidement pour que ça puisse euh, créer un choc quoi, avec d'autres. Enfin, ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc je ne vais pas m'étendre là, on peut en parler en question. Mais je reviens donc sur le sujet des JO 2024. Donc, je fais plusieurs constatations, mais celle que je voulais faire, donc, que j'ai commencé, la remarque que j'ai faite en introduction, donc c'est qu'on sent cette volonté du régime donc de se débarrasser de toutes les scories les plus visibles de sa déchéance, donc la misère, les dysfonctionnements, la société, la suppression des manifestations aussi, ou sans leur découragement extrême, voire pour contre la violence. Enfin, je veux dire, maintenant quand on manifeste, je pense en France, on sait on risque physiquement des choses, donc ça décourage quand même pas mal. Bref, donc que les JO 2024, pour le régime en place, le premier objectif, c'est de cacher sa misère, de mettre la poussière sous le tapis et de faire en sorte que dans tous les endroits où il y aura les JO et où il y aura des gens qui viennent, on s'assoit un peu au village Potemkin, que ça soit joli, que ça soit propre, que ça marche bien, que ça soit courtois et ben, voilà, qu'ils essaient de faire ça. Et en même temps, ça prouve aussi une sorte de fébrilité, je pense, du pouvoir, parce que vous savez, moi par exemple au Japon ici, il y a des gens qui disent ah j'aimerais bien aller au JO tout ça, mais est-ce qu'on va y aller parce que n'empêche ça se voit, que la déchéance de la République, les violences constantes, les actes terroristes, les enlèvements, tout ne sort pas dans la presse internationale, bien loin de là, mais il y a des choses qui sortent et ils n'arrivent pas à étouffer. Il y a tellement de choses qu'ils n'arrivent plus à étouffer. Alors c'est vrai, même dans la presse nationale, aujourd'hui il y a tellement de faits que en fait vous prenez n'importe quelle presse aux ordres, ben, ils ne peuvent pas du tout tout étouffer, alors qu'à une époque il n'y avait rien qui sortait quand même, hein, il y a 10 ans, quasiment rien, quoi. À part les énormes actes terroristes. Aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent tout le temps et puis il y a tellement de gens qui en ont ras-le-bol même de ceux qui sont enfin voilà, les gens se convertissent aussi quoi. Au bout d'un moment, quand on s'est fait soi-même agresser ou qu'on a ces gens autour de soi qui ont eu des problèmes ouais, ou qu'il y a de plus en plus de choses complètement illogiques dans toutes les lois et tout ça, bah, on le fait sortir un peu. Enfin bref, ça sort, donc ça se voit en fait au niveau international. Et, euh, le régime risque très gros en 2024, parce que il y aura un peu toute la planète qui va avoir les yeux premièrement arrivés sur la France, et puis il y aura plein de gens qui seront étrangers, qui viendront en France, et ça sera et tout le monde est mécontent en France, que ce soit euh, tout le monde. Voilà, il y a eu les retraites récemment, il y a eu les Gilets jaunes avant, il y a eu la manif pour tous avant, enfin, le corps médical, enfin, bref, tout le monde a des griefs, donc c'est assez explosif, et je pense que il suffit de voir les déplacements des officiels, en particulier du président de la République, qui se déplace, je sais pas, avec une armée à chaque fois qu'il va quelque part, et malgré ça, ils n'arrivent pas à à être complètement village, enfin, à être complètement village Potemkin, donc c'est pour montrer à quel point ils perdent le contrôle aussi de ce côté-là. Enfin, par exemple, ça aussi, j'étais là en France pratiquement à ce moment-là, mais quand on voyait les images du 8 mai, vraiment, on dirait le dictateur de base où il n'y a plus personne.
ou que des gens aux ordres dans les manifestations pour faire croire qu'il y a des gens qui s'en soutiennent encore. Mais là, c'était quoi, à Lyon, je crois, où il y avait un énorme écran avec Macron qui faisait sa cérémonie sur l'écran, puis il n'y avait personne sur la place. Enfin, c'est quand même incroyable quand on réfléchit. Euh, on a un point d'artificialité dans tout ce qui se passe qui a atteint un seuil extrême, j'espère de nos retours, dans le sens où ça fait vraiment air de fin régime. Donc à la fois, c'est le régime est aux abois, donc il peut vraiment se passer des choses. En même temps, c'est très dangereux aussi parce que c'est là où il va se défendre et être très agressif. Donc ça, c'est ce que je voulais dire, c'est que le régime peut vaciller en 2024. Il y a tellement de choses, et, tous les fondamentaux du régime se sont écroulés. Ils ne tiennent que plus que par la force et la peur. Donc c'est la police, c'est les lois contre les impôts, donc ça joue sur l'égoïsme des gens. Hein. On ne bouge pas parce qu'on ne veut pas perdre ce qu'on a, même si on se fait de plus en plus voler. Pour les lois sur la location aussi, enfin, voilà, bref. Euh, et, euh, et donc, en fait, ça peut aller très vite. Euh, le problème là-dedans, et donc, c'est que c'est pas, et c'est ça quand le régime vacille, l'histoire montre qu'il a été aussi assez fort pour éviter le pire, hein, c'est-à-dire des restaurations catholiques et légitimistes ou les restaurations vraiment contre-révolutionnaires. Et donc de mettre euh, autre chose à la place qui reste révolutionnaire dans les principes, ça c'est ce qu'il faut éviter. Donc je dis pas je ne sais pas ce qui va se passer en 2024, mais on verra, ce sera très intéressant parce que ça sera en tout cas un test qui sera un indicateur assez précieux de l'état objectif de déliquescence du régime, quoi. Et voir qu'est-ce qui va en sortir, qui va bouger ou quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on est encore pas assez fort et qu'il faut continuer le travail de restauration euh, euh, et s'organiser pour que la restauration devienne le plus rapidement possible une véritable possibilité politique. Et mais ça prend du temps parce que dans le sens où ce qui compte, et ça c'est vraiment le plus important, c'est de cheviller notre foi et de cheviller notre connaissance de la doctrine politique et avoir des idées vraiment bien claires pour ne pas tomber dans la politique politicienne, pour ne pas tomber dans l'activisme et pour ne pas tomber dans les méthodes révolutionnaires. Ce qui sera de plus en plus tentant, d'autant plus tentant que l'on deviendra fort et nombreux, etc. Mais c'est ça qui est le plus dangereux parce que c'est à chaque fois là où les tentatives de restauration dans le passé ont raté du fait de dissensions internes ou de divisions, le diable essaie de bien faire ça, mais aussi d'oubli de l'ordre polit, politique soumis au divin, l'économie soumise à la politique, etc. Voilà, donc j'en finis là et je laisse la place aux questions si vous en avez. N'hésitez pas. Je vois que Mathis dit que certaines communautés s'organisent très bien et évitent les Turcs et les Asiatiques qui me viennent à l'esprit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a des sous-communautés qui s'organisent bien. Et ce qui est intéressant dans ces sous-communautés qui s'organisent, c'est justement, ça reste des communautés nationales en général, donc qui suivent une politique nationale. Donc, par exemple, si c'est les Turcs, on peut discuter avec la Turquie. Je pense que ce que veut la République, c'est pas des organisations comme ça serait une sorte à la AFLN en Algérie, vous voyez. C'est de trouver une sorte de cause commune à tous les musulmans et de les donner pour, pour pouvoir créer un choc véritable. Alors que là, c'est pas ça. Et tant mieux, tant mieux. Il faut pas du tout, il faut prier pour que ça se passe pas. Il faut que cette division au sein de l'immigration
reste. Ça sera une protection pour tout le monde, pour eux et pour nous. Bah oui, c'est sûr que toute l'immigration, disons, italienne, portugaise, espagnole qu'il y a eu depuis le début du XXe siècle n'a jamais posé de problème parce que c'était le même peuple, plus ou moins, et surtout enfin, des peuples proches et catholiques, ça c'est clair, c'est clair. Mais et bizarrement aujourd'hui, enfin ça serait, voilà, c'est sûr, voilà, quand on fait venir, euh, oui, voilà, on fait venir les problèmes qu'on a avec, en disant qu'on fait venir des problèmes supplémentaires qui sont concomitants à l'islam en particulier. Et sans compter de tous les autres problèmes, c'est ça, c'est massif, mais je pense qu'il ne faut pas non plus négliger toutes les résurgences un peu magiques, des choses de maléfices, tout ça, qui, enfin, qui sortent ici et là un peu parfois. Bon, les farlots là, c'était particulièrement sordide, mais avant ça, c'est moins. Mais je crois que ça continue, je sais pas si ça continue encore, mais ça a été mis sous le boisseau, ça aussi après. Mais des histoires de. C'est pas forcément lié à l'immigration, mais cette résurgence de rites magiques, païens. Par exemple, il y avait des histoires de mutilation de chevaux qui étaient assez répandues un peu partout et c'est-à-dire qu'il y a des gens qui venaient prendre sur des chevaux vivants, qui leur prenaient des yeux ou des choses comme ça. Euh, et donc au début, la phrase est oh là là, c'est rien du tout. Etc. Mais clairement, c'est clairement, enfin, c'était pas fait, enfin, c'était pas du tout des fous. Ouais, c'était clairement lié à des rites, je sais pas quoi, mais à des rites de quelque chose. Parce que c'est pas ça, certainement, ou en tout cas, satanique, soit satanique de façon assumée, soit, disons, euh, pas qu'ils le sachent, quoi, enfin, des rites païens, j'en sais rien, mais enfin, en tout cas, c'était clairement pas fait au hasard. Bon, ça, c'est juste une question. Et pour les JO, donc Mathis, les rues seront sûres, réussiront-ils à cacher la poussière de ce tapis? Voilà, c'est exactement ça la question. Et c'est pour ça que j'ai fait cette conférence aujourd'hui, c'est que effectivement, à mon avis, il y a un gros doute sur ça. C'est est-ce que le régime arrivera à cacher sa misère et ne sera pas débordé? Et si par hasard elle n'arrive pas, ça peut être vraiment un point de bascule de fin de régime, quoi. Après que ça se fasse à... Bah oui, parce que il y a une telle ras-le-bol de tout que un échec comme ça, assez visible au JO, ne peut qu'entraîner au minimum un changement de pouvoir, mais ça, ils l'ont déjà fait deux ou trois fois là, sur les 20 dernières années. Je pense que les gens n'en peuvent plus de ces faux changements de pouvoir. Donc, pour cacher la chose, il faudra faire un changement de régime. Et un changement de régime ne veut pas dire que ça sera du tout mieux, hein. Ils ont été forts au XXe siècle pour euh, pas changer le régime sans le changer, quoi. Donc, bon, pas de rite, juste de la pédophilie. D'accord. Bah, voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Vous pouvez aussi les poser de vive voix, hein, si vous voulez, comme vous voulez. Mais comme disait Olivier, le remède principal, c'est le retour de la foi et
aussi, disons, d'une doctrine saine, politique, ensemble, voilà. Du bon sens, puisqu'on arrive à un point quand même, où c'est même au-delà du... Voilà, c'est pas que la paganisation, c'est l'apostasie, donc les choses sont excessivement contre nature, quoi. C'est même, euh, donc c'est très très violent et c'est très très destructeur. Disons qu'un pays païen comme au Japon, au bout d'un moment, quand ça devient païen, alors peut-être qu'au début c'est violent, mais après on peut pas, comme on s'autodétruit, on arrête de s'autodétruire, donc on revient à une certaine, un minimum, disons, de respect du droit naturel pour pas s'autodétruire. Et c'est là où on commence à trouver des techniques pour cacher la poussière sous le tapis, pour créer une harmonie de façade, pour pas que ça explose. Alors, pas de rite de la Soufi. Ah oui, d'accord. Ouais, il y a certainement ça. Ouais. Effectivement, effectivement. Mais ce qui est assez triste pour en tout cas la France, c'est que maintenant la déchéance française se voit vraiment à l'étranger, hein. Les réseaux diplomatiques n'arrivent plus à se cacher et ça suit. Alors, pour prendre la LGBT, vous voyez, l'ambassadeur de la République euh, au Japon, par exemple, c'est surtout l'ambassadeur des LGBT, quoi. Le côté ambassadeur de la France n'existe plus quasiment. C'est excessivement triste, mais c'est une réalité. Non, non, mais à une époque, et qui n'était pas si ancienne que ça, il y avait quand même encore dans les réseaux diplomatiques une certaine tenue, et puis surtout, il y avait quand même encore une certaine, je sais pas, tradition diplomatique qui faisait que on gardait un côté très capétien, par exemple, dans la diplomatie. Ça a complètement disparu. Euh, Ce qu'on appelle la politique gaulliste, mais qui n'est pas du tout une politique gaulliste, finalement. Ça sera le sujet de demain pour vous, et ce soir pour moi. Voilà, exactement, oui, c'est ça. Macron a décidé de mettre fin au cours diplomatique et ça va clairement accélérer la déchéance de ce qui est resté de diplomatie. Et on aura certainement déjà les fruits. Les Japonais et les Chinois ne croient pas au Dieu unique, mais ils ont une grande tradition philosophique depuis longtemps. Oui et non. Euh, Bah, ils ont forcément des traditions, mais elle n'est pas très unie, premièrement. Il y a le confucianisme qui est très, qui d'un point de vue naturel se tient, est plutôt sain. Et, voilà. Donc, ils ont effectivement des techniques pour maintenir, pour cacher la misère, voilà. Mais bon, la misère, elle est là, hein, depuis longtemps. Après, c'est toujours pareil aussi, ce qui est un peu paradoxal, c'est que dans toutes les... Ce que nous, on connaît des philosophies orientales, c'est ce qui a été en fait systématisé par des observateurs occidentaux qui l'ont rationalisé et qui l'ont finalement aussi christianisé dans leur expression et leur formulation, et qui ne correspond pas forcément à la réalité de ces, en fait, plutôt de ces bouts de pensée euh, qui, bon, qui partent dans tous les sens, hein, pour être franc. À part, oui, 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 Nagasaki, alors j'ai pas le chiffre précis, mais 20% de la population est catholique encore aujourd'hui là-bas. Et clairement, quand on est dans cette ville, il y a une ambiance différente, hein. Ce qui est énorme au Japon, hein, sachant qu'il y a 0,5% de catholiques en général.
envoyé une tarte à la crème à Cannes? Non. Ah oui, c'est ça la question que je voulais poser parce que voilà, ma belle famille est à Nice, comme tu sais. Je suis intéressé parce que quand j'étais allé à Nice pendant la terreur sanitaire, c'était très marquant, puisqu'ils sont vraiment à la pointe du contrôle social, je trouve là-bas. Il y a vraiment de la reconnaissance faciale, il y avait plein de policiers partout, tout ça. Donc, j'étais curieux de voir comment ils géraient Cannes, le festival de Cannes, et avec la réouverture des frontières, tout ça, l'afflux des touristes à Nice. À mon avis, si on regarde ce qui se passe là, ça peut être un bon indice sur comment va s'y prendre le régime pour gérer les JO. Parce qu'à mon avis, c'est un peu des coups d'essai, ce qui se passe. Attends, festival de Cannes, tout ça. Enfin, bon, en tout cas, si quelqu'un est intéressé à analyser ça ou peut le faire, je pense que ça peut être intéressant pour nous mettre, enfin, pour savoir un peu quelle sera la stratégie de sécurité ou de gestion des JO, du régime, et comment nous on peut utiliser ça pour la restauration, quoi. Enfin, alors, il y a encore peut-être une dernière question, on va voir, je sais pas, ça écrit. Bonne question. Bonne question. Ça sera essentiellement Paris, mais ça sera pas du tout que Paris, ça c'est clair. Euh, ouais. Les sites des compétitions. Alors, partout en France. Alors, il y en aura beaucoup en Ile-de-France et à Paris, évidemment. Mais Bordeaux, Nantes, Lyon, Saint-Étienne, Nice, Marseille pour le foot. Il y aura Lille pour le handball. Le basket, ça se fera à Marseille apparemment. Et il y aura même quelque chose à Tahiti apparemment, pour le surf. Je savais pas que c'était une... bon, bref. Ouais, voilà, c'est ça, ouais, c'est ça. À, à Tahiti pour le surf. Voilà, exactement. C'est impossible qu'ils arrivent à gérer partout toutes les failles de sécurité. C'est ça qui va être très intéressant. Sur Paris, je pense qu'ils vont tout verrouiller. Vraiment, ils vont mettre le paquet sur Paris parce que c'est forcément près du pouvoir, donc c'est là où ils ont le plus peur. Papette, cette fameuse banlieue parisienne. Mais partout quoi, hein. Et puis il faudra aussi regarder la cérémonie d'ouverture et de fermeture, parce que c'est toujours un moment très symbolique du mondialisme ces derniers temps, pour montrer ce qu'ils veulent faire. Si vous avez un peu, mais ne serait-ce qu'un peu, regardé ce qui s'est passé à Tokyo, justement, euh, dans les JO de 2020 qui sont passés en 2021 avec personne, euh, la cérémonie d'ouverture était absolument affreuse. C'était, imagine, c'était la chanson des Beatles, Imagine un monde où tout le monde s'aime sans différence, etc. Et puis là, il y avait tout un tas d'enfants, tous habillés pareil, euh, asexués en fait, enfin, qu'on avait coiffé et fait pour pas qu'on voit trop que c'était des filles et des garçons. Enfin voilà, tout le programme de ce qui est en train de wokisme et tout ce que vous voulez qui avance dans le monde. Donc voilà, vous regardez la cérémonie d'ouverture, vous savez la politique qu'ils veulent faire sur les prochaines années. Euh, alors Londres, je sais plus comment c'était, mais à Tokyo. C'était à Tokyo ça sur les. Donc avec l'accord, ouais, effectivement, enfin, uniforme.
ils n'aimaient pas l'uniforme apparemment, mais finalement ils aiment bien l'uniforme. Voilà. Bon, bah, je propose que si vous n'avez pas d'autres questions, voilà, on clôt la- le topo ici, et si vous voulez, on peut continuer à discuter, mais je propose de clore. Ouais, Imagine de John Lennon, ouais. De clore le topo maintenant.